Bonjour, docteur Éric Henry, je suis médecin généraliste et président de l'association Soins professionnels de santé en souffrance psychique. Et aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la souffrance des étudiants au travers de la crise du Covid et aussi peut-être avant la crise du Covid, y avait-il une crise au sein du monde étudiant? Aujourd'hui, nous recevons le docteur Christophe Tsuriot qui travaille à l'Université de Bordeaux et nous allons lui poser la question assez franchement. Pensez-vous que nos étudiants vont bien en ce moment? Oh, ce serait assez paradoxal de dire que c'est le cas. Alors, juste brièvement, moi, je suis épidémiologiste, je dirige un centre de recherche INSERM et donc nous montons des cohortes et en particulier, moi, je travaille sur la santé des étudiants depuis une dizaine d'années et je suis également directeur du service de santé universitaire. Donc, j'ai ce contact terrain très étroit qui me permet de répondre très clairement à votre question. Non, les étudiants ne vont pas bien. Globalement, ils ne vont pas bien. Massivement, ils ne vont pas bien. Mais bien sûr, à l'intérieur de ça, il y en a qui sont beaucoup plus en difficulté que d'autres. Avez-vous des chiffres précis ou des statistiques ou des études qui ont été faites sur ces étudiants avant le Covid et puis pendant ou après le Covid qui permettraient de montrer que le Covid a une incidence importante sur leur mal-être? Ou est-ce que ce mal-être était déjà très existant avant le Covid et que le Covid ne sert juste qu'à le mettre en évidence au cours de cette crise? Oui, vous avez raison. Le mal-être existait déjà. Donc nous, nous avons, fait une première cohorte qui s'appelle, iShare, pour Internet-Based Student Health Research Enterprise, qui existe depuis, environ 7 ans. On a plus de 20 000 étudiants qui y participent et déjà, à partir d'échelles validées, d'échelles utilisées par tous, de dépression, de stress, d'anxiété, nous avions mis en évidence ce que d'autres ont trouvé, hein, c'est pas une révélation, qu'effectivement les étudiants, et en particulier les étudiants en première année, étaient soumis à des niveaux de stress très élevés, et avaient une symptomatologie dépressive pour environ 20% d'entre eux, qui était déjà en soi assez inquiétante. Et là-dessus arrive l'épidémie, avec bien sûr toutes les peurs que ça comporte, et en particulier le confinement, et je pense qu'il faudra qu'on en reparle. Et du coup, la santé mentale globale s'est beaucoup aggravée. On a vu augmenter ces chiffres de dépression, d'anxiété, de stress. Nous avons mis en place une autre étude à partir du premier confinement, l'étude Confin, pour pouvoir mesurer ça avec beaucoup de finesse. Et nous suivons depuis ces plus de 2000 étudiants. Et nous voyons bien que c'est incrémentiel au fur et à mesure qu'il y a voilà, une permanence du confinement ou du couvre-feu, mais finalement, en gros, ils n'arrivent plus à sortir, ils n'arrivent plus à se rencontrer. Eh bien, leur état psychique, globalement, s'aggrave. Il n'y a pas de doute. Alors on pourrait peut-être un petit peu scinder, comment dire, la souffrance d'un étudiant. C'est-à-dire que d'abord, c'est un être humain comme tous les êtres humains français qui ont subi la peur de la maladie, la peur de contaminer leurs collègues, la peur de contaminer leurs parents, la peur d'être malade, et la peur de sortir. Moi, j'ai des étudiants qui m'appellent et qui commencent à nettoyer les portes avec des lingettes. Et il y a une espèce de folie qui s'empare de certains qui étaient peut-être très limite de passer. Puis ensuite, il y a le côté, comment dire, étudiant pur. Mon logement, comment je le paye, ma nourriture, comment je la paye, mes trajets en train, comment je les paye, et puis comment je paye mon loyer puisque je ne travaille plus et que j'ai perdu mon emploi parce qu'on ne fait plus de petite restauration et je ne peux plus livrer des pizzas ou servir dans un restaurant. Et puis ensuite, il y a cette marge très très petite de gens qui étaient déjà limite psychologiquement et que le Covid n'a fait que basculer dans la psychiatrie, qui aurait peut-être pas basculé ou peut-être basculé plus tard. Est-ce que là-dessus, on peut échanger un petit peu? Est-ce que vous avez des signes à nous donner sur, dans chaque tranche, sur quoi il faut être vigilant sur un étudiant pour l'attraper avant que ça se passe pas bien, quoi, voilà. Alors, tout d'abord, je suis complètement d'accord avec vous. Il conjugue des difficultés. Il conjugue des difficultés socio-économiques. Il conjugue des difficultés d'isolement. Je rappelle juste qu'à 20 ans, le rôle social se construit. Donc, ils ont un besoin absolument vital d'aller échanger avec les autres jeunes, garçons ou filles. Donc, vraiment, c'est physique. Et tout d'un coup, on leur a privé de ça. En fait, c'est très cruel. Alors, c'est l'épidémie, bien sûr, mais on peut regretter que la société, nous, n'ayons pas fait des efforts dans ce sens, une meilleure compréhension de ce qui est en train de se jouer. Ils ont les difficultés de suivre des enseignements. Voilà, on sait tous que 10 heures de vidéos Zoom par jour, c'est absolument exténuant. Derrière ça, ils ont souvent des examens qui n'ont pas été changés fondamentalement par rapport à ce qui se passait avant le confinement. Bref, voilà, tout ça est très complexe. Alors, la question de l'identification est redoutable, car il s'agit, en France, il y a 2 300 000 étudiants. À l'Université de Bordeaux, il y a 56 000 étudiants.
Et donc, il est horriblement complexe d'aller identifier ceux qui vont vraiment mal et qui devraient bénéficier d'une prise en charge psychologique. Il y a ce qu'on appelle des facteurs de risque, un profil. On sait depuis tout le temps que ceux qui sont en première année sont beaucoup plus fragiles. Certains n'ont même pas mis les pieds encore à l'université. Donc déjà, la première année, c'est compliqué. Il faut trouver ses marques. On ne connaît personne. Et là, vraiment, ils se retrouvent n'ayant jamais été à l'université, ne connaissant pas du tout les autres élèves de leur promotion. Ils sont vraiment extrêmement isolés. Les étrangers, bien sûr, sont encore plus isolés. Voilà, c'est très important. Et puis, d'une façon générale, ceux qui n'ont pas un environnement favorable, qui ont peu de moyens financiers, se retrouvent lourdement impactés par cette crise. Mais j'y reviens, comment les identifier, comment les encourager à aller voir un psychologue ou un psychiatre s'ils en ont besoin. Ce problème est très complexe, on n'a pas de solution évidente. Nous, à Bordeaux, ce que nous sommes en train de mettre en place, c'est de les aider finalement, non pas à faire un diagnostic, ce serait complètement déraisonnable, mais de les encourager à évaluer leur santé mentale eux-mêmes, de façon à savoir pouvoir dire eux-mêmes s'ils sont voilà, fortement ou moins fortement stressés, parce que c'est une demande qui vient d'eux-mêmes en disant, voilà, moi je ne me sens pas bien, mais je ne sais pas si je suis vraiment déprimé. Et donc on s'est dit qu'on allait leur amener des outils leur permettant justement de commencer à voilà, poser l'existence d'un problème et du coup de pouvoir saisir de façon plus facile les personnels de santé qui s'en occupent. Et on a des personnes pour les prendre en charge. Alors nous, chez SPS, on avait émis l'idée qu'au-delà du repérage personnel par des grilles, etc., il serait bien de former en France ce qu'on a appelé chez nous des sentinelles républicaines, c'est-à-dire des gens qui auraient été formés, qui seraient au service de l'État dans une partie de leur temps de travail et qui seraient chargés de repérer les gens qui ne vont pas bien. Je dirais simplement quelqu'un qui abîme sa voiture un matin, il n'y a pas de raison d'abîmer sa voiture un matin, hein. C'est un signe, quelqu'un qui perd ses clés de maison, quelqu'un qui s'énerve, quelqu'un qui émet des injures, quelqu'un qui insulte quelqu'un, etc., qui claque des portes. Tout ça, ce sont des signes de mal-être. Est-ce que dans l'université, vous pensez que ce serait une bonne chose que d'avoir des pairs, c'est-à-dire les plus vieux étudiants qui connaissent bien la boutique, qui connaissent bien la vie d'un étudiant et qui pourraient, entre guillemets, pas chaperonner, mais avoir un œil bienveillant sur la génération qui arrive derrière eux et de leur servir un peu de tuteur ou d'accompagnant. Et puis, quand ça ne va pas bien, de mettre la main sur l'épaule et de dire, je crois que tu as besoin de mon aide, est-ce que tu acceptes que je te la donne? Et ensuite de l'orienter vers un psychologue ou un psychiatre. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait s'installer dans l'université? Alors complètement. Enfin, en tout cas, à l'université de Bordeaux, mais je pense que les autres universités sont dans une démarche similaire, et d'autant plus que les étudiants eux-mêmes, enfin certains, ont commencé ce type d'organisation. C'est-à-dire ils ont défini eux-mêmes dans leur groupe, alors souvent sur des petites promotions, bien sûr, quand il y a plus de 1000 étudiants, c'est plus complexe à faire, mais disons voilà, un responsable qui va régulièrement appeler le reste du groupe. Ce qu'on a fait, donc voilà, ça c'est très intéressant, et ce mode de fonctionnement, encore une fois, qui vient vraiment des étudiants, nous, on essaye de le rendre, voilà, de le montrer en exemple pour que d'autres étudiants s'en emparent et s'auto-organisent. Alors, ce qu'on fait aussi pour les aider, c'est qu'on a mis en place à l'Université de Bordeaux ce qu'on appelle les premiers soins en santé mentale. C'est une formation qui vient d'Australie. On a nous-mêmes, voilà, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus, et donc il y a un certain nombre de personnels du service de santé universitaire qui ont été formés. Et nous pouvons comme ça former une vingtaine d'étudiants par session. Nous en avons formé à peu près une centaine actuellement. Et ça, c'est des demandes qui viennent beaucoup des associations d'étudiants en médecine notamment, avec ces grosses promotions, avec l'idée justement que eux, voilà, on leur apprend à reconnaître les signes dont vous parlez, on leur apprend à avoir le geste, à avoir le bon dialogue. Encore une fois, il ne s'agit pas de les transformer en thérapeutes, ce serait vraiment totalement déraisonnable et inadéquat, mais bien d'identifier et de savoir quels sont les premiers gestes à faire, et puis de connaître quelles sont les ressources, que ce soit au service de santé universitaire, mais également à l'hôpital psychiatrique, aux urgences psychiatriques éventuellement si c'est nécessaire. Donc oui, tout à fait, nous sommes dans cette dynamique-là. Bon, inutile d'insister sur le fait que les universités sont très faiblement dotées de ce genre de moyens et que nous faisons tout ça un peu comme nous pouvons et à moyens constants. Donc voilà, c'est la complexité, mais nous sommes effectivement engagés dans ces démarches-là. Alors, vous me tendez une perche, puisque globalement, si en interne, vous n'avez pas assez de personnel ou de gens pour le faire, il existe un monde extérieur à la faculté. Alors, notamment, là, je vais faire un petit peu la promotion de ce que nous faisons chez SPS, puisque nous avons créé un réseau national du risque psychosocial composé de 1000 acteurs. Nous sommes rapprochés de la sécurité sociale et de certaines grosses régions pour venir en soutien
aux étudiants, c'est-à-dire les plateformes. Qu'est-ce que vous pensez de l'intérêt des plateformes? Alors, dans ce nouveau, comment dire, monde que nous allons inventer, parce qu'on est vraiment, je pense, à la naissance de quelque chose qui n'a jamais existé. C'est-à-dire comment la société devient-elle bienveillante avec toutes les tranches de la société, quelles qu'elles soient, les personnes âgées, les aidants, les soignants, les étudiants, les policiers, etc. Voilà, donc l'idée d'une plateforme pour les étudiants français, est-ce que c'est quelque chose téléphonique avec psychologue H24 gratuit? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant, qui s'emboîte dans ce que vous avez déjà? Est-ce qu'on peut articuler ça sans que des gens se vexent de voir qu'on fait du national, on fait du régional, on fait du départemental, et du moment qu'on rend service, comment on pourrait tous travailler ensemble pour que ça soit génial pour les étudiants et qu'on n'en perde pas un? Oui, enfin, vu l'importance quantitative, je dirais, du problème, moi, je pense qu'il faut, enfin, que toutes les initiatives sont bonnes à prendre. Voilà, très clairement. Donc une plateforme, par exemple, nous encourageons les étudiants à contacter Nightline, qui est une plateforme nationale, mais qui est une plateforme d'écoute à certaines heures de la journée. Voilà, donc nous sommes tout à fait favorables à ces plateformes nationales. De même que les collectivités locales autour de nous, la mairie de Bordeaux, la région, bien sûr l'Agence régionale de santé, tout le monde cherche aussi à mettre en place des initiatives et nous trouvons ça très bien que le plus il y aura d'initiatives, le mieux ce sera, puisque quantitativement, on est face à un problème, encore une fois, qui dépasse largement une seule initiative. Alors, comme on ne s'est pas vu avant, Monsieur Tsuriou, et qu'on travaille vraiment en live, je vous annonce que l'SPS au 0805 23 23 36 est ouverte H24 gratuitement. Donc, Nightline, oui. Quand Nightline ferme, il faut basculer sur SPS. Et ensuite, il nous faut des annuaires locaux, c'est-à-dire des endroits où, quand on a pris quelqu'un au téléphone et qu'on sait qu'il vient de Bordeaux et qu'il est étudiant en médecine, il nous faudrait le numéro de la corpo, le numéro du syndicat, pour qu'on puisse lui dire, c'est là qu'il faut que tu appelles pour tes problèmes sociaux, etc. Il y a vraiment une architecture qu'on doit monter à la fois prise en charge médicale, médecin généraliste, psychologue, psychiatre, et puis d'un autre côté, il nous faut la ligne médico-sociale, le CRUS, le syndicat d'étudiants, la corporation d'étudiants, le directeur de l'école peut-être, qu'on pourrait appeler de temps en temps pour dire qu'il y a un de ses élèves qui ne va pas bien, parce qu'il a accepté qu'on lève l'anonymat pour qu'on le prenne mieux en charge. Cette articulation-là, elle me paraît énormément importante. Et les psychologues, on a obtenu aussi des psychologues gratuits. Alors, c'est Macron qui le lance le 1er février, vous savez, le chèque. Oui, le euh, chèque. voilà, ça y est. Donc, mine de rien, c'est génial parce que nous, on avait mis ça en place pour les soignants. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est que, ils sont rigolos, c'est que les gens appellent beaucoup les plateformes et au bout d'une demi-heure de discussion, ils trouvent que ça leur a bien suffi et qu'ils ne vont pas tellement consulter physiquement derrière. C'est un peu dommage. Et s'il y a un message à passer aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a appelé une plateforme, une fois, ça peut peut-être aller, mais quand on l'appelle deux fois, c'est qu'il faut vraiment consulter quelqu'un et ne pas rester seul et oser passer à l'acte, d'aller dire bonjour à quelqu'un physiquement et d'entretenir une relation profonde avec lui pour être porté sur son territoire. Ça, c'est un message qu'il faut passer, hein. Les plateformes, c'est bien, mais ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge psychiatrique. Alors, il me reste encore quelques questions voilà. Alors, sur le long terme, au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que là, on est un peu les pompiers du système. On Exactement. vient aider des étudiants en souffrance parce qu'on vient de découvrir l'événement. Waouh, ça fait 40 ans que ça dure, mais on vient de le découvrir. Qu'est-ce qu'on pourrait changer dans le monde de l'enseignement, dans le monde de la faculté, dans le monde de la société et le regard sur les étudiants pour que demain, nos enfants ou mes petits-enfants et les vôtres ne subissent pas ce que nous avons subi, nous, ce que nous l'avons subi, ce qu'ont subi les jeunes actuellement, et que la prochaine génération aille à la fac de façon détendue et intelligente sur le long terme. Oui, alors bon, malgré tout, la crise du Covid aura eu cet intérêt, alors très marginal, mais quand même, de révélateur. Les grandes crises, c'est des accélérateurs et des révélateurs. Donc là, voilà, je pense que la révélation du fait que les étudiants ne vont pas bien psychologiquement est maintenant tout à fait claire. Et ce que nous sommes en train de construire, voilà, des institutions comme la vôtre et d'autres, on peut penser que ça va voilà, ça va rester en partie et ce sera bien. Parce que ces problèmes-là vont quand même persister, même si l'épidémie s'arrêtait assez vite, ce que malheureusement je ne crois pas en tant qu'épidémiologiste, eh bien, les conséquences sur la santé mentale vont durer encore plus longtemps. Voilà. Donc, tout ce qui est en train d'être mis en place, c'est vrai que ça se fait dans un contexte d'urgence, mais je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui vont rester et c'est bien. Donc ça répond vraiment, je dirais, à la question de presque psychiatrique, d'un grand désarroi psychiatrique et d'un contact avec un professionnel de santé. Au-delà de ça, il y a la question finalement d'une forme de prévention et d'une forme aussi tout simplement de bien-être psychique.
Dans l'entreprise, on sait très bien que les employés qui se sentent bien, qui sont épanouis, fonctionnent beaucoup mieux pour l'entreprise et fonctionnent également beaucoup mieux pour eux-mêmes. Et bien, il faut tout simplement appliquer cette logique qui est connue depuis très longtemps maintenant, également à l'université, et y mettre les moyens. Alors, il se trouve que nous, à Bordeaux, on était déjà engagés dans cette démarche sur un projet de Healthy Campus. Alors, je suis désolé, le terme est anglais, mais voilà, ça parle bien aux jeunes. On a obtenu un financement dans le cadre d'un appel d'offres assez important. Et donc, on était en train de mettre ça en place avec vraiment l'idée de co-construire ce dispositif avec les étudiants, d'identifier avec eux finalement quelles étaient les initiatives qui étaient importantes ou moins importantes. Ça peut aller vraiment de l'environnement pur, hein, du bâti, de l'éclairage la nuit, des pistes cyclables, de ce genre de choses, mais aussi finalement de la capacité à trouver du recours, de la capacité à trouver une oreille attentive quand c'est nécessaire, de la capacité aussi à nouer des contacts entre eux, parce que finalement, les étudiants sur le campus se disent très isolés. Ils connaissent quelques étudiants de leur promo, mais ne connaissent même pas les promos du dessus ou du dessous et ne connaissent pas du tout les autres disciplines. Et donc, la question, c'est comment faire en sorte de faire aussi du relationnel entre eux. Alors, ce n'est pas de la mièvrerie, tout ça, il faut être vraiment tout à fait… Enfin, je n'ai pas besoin de vous convaincre, vous, car je sais que vous le savez, mais je pense qu'il faut le dire à une audience plus large. Ce sont des choses extrêmement importantes qui permettront aux étudiants de mieux réussir leurs études et de moins décrocher. On va avoir cet énorme problème de décrochage avec la crise, mais qui est un problème qui existe déjà, que ce soit en médecine, en droit, dans certaines spécialités. Et donc, voilà, c'est comme vous dites, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants, que quand ils arrivent à l'université, finalement, ils se disent, ah, il y a de la bienveillance, je me sens bien et ça m'encourage et je sais où aller chercher de l'aide si j'en ai besoin. SPS, je vous annonce qu'on fait des ateliers 3 fois par semaine en webinaire. Il suffit d'aller sur notre site et globalement, ça marche très bien. Tous les soirs, il y a une soixantaine alors, c'était des soignants, maintenant, c'est des étudiants qui viennent suivre ces webinaires, donc ils ne sont pas seuls. On a monté aussi des groupes de parole. Donc, s'ils veulent parler en groupe, eh bien, ça va être fait. Donc voilà, donc allez sur le site de SPS. Et puis, si vous oubliez le numéro de téléphone 0805 23 23 36, nous avons fait une appli sur Apple Store. Il suffit de télécharger Association SPS. Et ensuite, vous l'avez sur votre écran. Et en 23 secondes, en cliquant dessus, 23 secondes après, vous avez un psychologue qui vous répond. Donc, les étudiants sont très branchés, très jeunes. Donc, prenez cet outil. Il est assez fantastique. Alors, ma dernière question, mais ce n'est pas tout à fait ma dernière, mon avant-dernière. Ne pensez-vous pas qu'un salaire étudiant serait déjà, comme les allocations logement, une base qui prouverait que nous respectons nos étudiants, parce qu'il faut quand même qu'ils mangent, qu'ils aient des moyens de s'habiller, de se loger, etc., d'aller de temps en temps au cinéma, au restaurant, comme tout un chacun. Est-ce qu'un salaire étudiant ne serait pas, pas la solution, mais une certaine forme de respect qu'on montrerait à nos étudiants qui travaillent et qui leur permettrait, dans des crises comme nous vivons actuellement, d'avoir quand même une base financière permanente. Et je ne vois pas pourquoi, moi, je le pense, ils ne l'auraient pas, alors que tout le monde l'a. Et je leur dis, celles qui ne l'ont pas, ce sont maintenant les femmes au foyer qui s'occupent de leurs enfants. Mais toute la société a un salaire. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas monter le respect de nos étudiants et proposer un salaire dès qu'un étudiant s'inscrit quelque part? Alors, avec des limites, pour pas qu'il y en ait qui soient étudiants pendant toute leur vie. Malgré tout, il faut toujours penser à ceux qui sont bons, pas à ceux qui vont, entre guillemets, profiter du système. Est-ce qu'une solution financière de ce type pourrait être intelligente ou pas? Moi, j'ai mon avis, Alors, mais… je ne suis pas économiste, mais bien sûr, je serais extrêmement favorable à ça, parce que avant même cette crise, nous avions des témoignages déjà qui étaient quand même assez poignants d'étudiants qui n'arrivaient pas à manger tous les jours. Et ce n'est pas un témoignage de temps en temps, mais c'était quelque chose d'assez fréquent. Donc, des étudiants qui calculent à partir de deux ou d'un repas comment faire en sorte de ne pas avoir trop faim entre les deux. On a aussi des étudiants infirmiers, hein, qui dorment dans leur voiture. Enfin, voilà, donc il y a vraiment un problème de ressources financières pour beaucoup d'étudiants. Et moi, ça me paraîtrait assez naturel qu'on y réfléchisse vraiment. Et je trouve assez étonnant finalement qu'on ne l'ait pas mis en place pendant la crise, tout de suite. Même, quitte à dire, voilà, on le fera que pendant la crise de façon certaine, mais au moins on le fera pendant la crise. Très clairement, il y a des milliards qui se trouvent sans aucun problème pour soutenir l'économie, les grandes sociétés, les petites. Voilà, c'est très bien, c'est remarquable. Et comment ça se fait qu'on ne trouve pas voilà, quelques centaines de millions d'euros pour aider les étudiants et au moins éliminer ce problème de ressources qui, pour certains, voilà, devient complètement dramatique. Car vous l'avez dit, ils n'ont pas les petits boulots qu'ils avaient d'habitude. Ils n'ont pas réussi à faire le pécule qu'ils faisaient habituellement durant l'été.
Là, actuellement, ils n'ont pas de petit boulot, donc ça leur pose d'énormes problèmes. Il y a énormément d'étudiants qui travaillent dans nos cohortes. Voilà, il y en a plus de 40% qui ont qui ont un travail régulier. Et donc là, ils n'ont plus du tout de ressources. Et donc, je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis ça en place voilà, dès maintenant. Bah, si vous ne le comprenez pas et que moi on le demande, je peux vous dire que dans 15 jours, ça va être sur le tapis et que ça va être abordé. J'en suis convaincu parce que c'est ce qu'on est en train de faire est très regardé. Donc je pense que le salaire étudiant, c'est quelque chose à mettre sur la table. Il ne me manquera plus qu'à réussir le salaire des dames qui décident de garder leurs enfants à domicile parce que c'est leur choix. Mais bon, c'est un autre sujet. On me demande de vous poser la question de la particularité des étudiants en médecine. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les étudiants qui font médecine et les étudiants qui font infirmier, kiné ou d'autres études, ingénieurs, etc. Est-ce qu'il y a vraiment un delta entre ce type d'études et les non-soignants, je dirais, peut-être? Alors oui, nos études le montrent assez clairement. C'est dans le sens qu'il y a des étudiants avec l'épidémie, jeunes, en formation, que ce soit en médecine, mais dans les autres formations de santé, à qui on a demandé de se mobiliser, ou on les a même un peu voilà, contraints à se mobiliser pour aider les équipes soignantes. Alors moi, je trouve ça très bien, et c'est vrai que c'est bien qu'on mobilise les plus jeunes pour aider dans ces circonstances vraiment très, très complexes à gérer. Simplement, certains se sont retrouvés au front, vraiment en plein milieu, dans des équipes dont ils ne maîtrisaient pas du tout les codes. Pour certains, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient même à l'hôpital de façon régulière, parfois dans des circonstances très difficiles, de décès de patients, voilà, de pression émotionnelle très forte. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que certains, le moins possible, mais les épidémies précédentes nous l'ont montré, les syndromes de stress post-traumatique qui ensuite durent longtemps et durent plusieurs années, touchent avant tout les soignants qui ont été confrontés à des drames directs, à des décès, des choses comme ça. Et donc, ça pourrait bien arriver à ces étudiants. Et c'est en partie pour ça qu'on a mis en place l'étude Confin et que vraiment on l'oriente de plus en plus vers les étudiants en santé, précisément pour identifier ce problème, regarder quels sont les marqueurs de ces étudiants et essayer de faire de la prévention très précoce. D'un autre côté, la plupart des étudiants en santé sont protégés des conséquences de l'épidémie, dans le sens qu'ils la maîtrisent beaucoup mieux. C'est une problématique de santé. Ils sont capables déjà, ils ont une formation leur permettant de comprendre certaines choses, ils sont capables de poser des questions à leurs enseignants qui sont également voilà, dans le domaine de la santé, et ça leur donne une meilleure maîtrise de ce qui se passe. Donc, par rapport à d'autres, ils sont moins désemparés par rapport à l'épidémie. Donc, vous voyez, c'est une situation mitigée. Il peut y avoir des étudiants qui sont à très haut risque de faire des complications psychiatriques lourdes, alors ils allaient totalement bien jusque-là. Et puis, d'un autre côté, il y en a pas mal qui se retrouvent finalement dans l'action et en maîtrisant une partie des connaissances, et ça les protège. Alors, avez-vous des chiffres sur le suicide des étudiants? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des chiffres comment dire, officiels, officieux? Est-ce qu'on peut parler de cette thématique? Moi, je suis fils de suicidé, j'ai été formé par Jean-Louis Terra à la prévention du risque suicidaire, c'est mon dada. J'aimerais bien qu'en France, le suicide, diminue de façon drastique, et j'estime qu'en France, il n'y a pas grand-chose qui a été fait de façon active. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'idées, beaucoup voilà. Et on a vu en médecine, dans les 6 dernières années, hein, des suicides d'étudiants à Bordeaux, que ce soit à Marseille, que ce soit, comment ça s'appelle, à Grenoble, à Montpellier, à Toulouse. On en a partout, quoi. Donc, ça, c'était les étudiants en médecine. Donc là, on les voyait parce que c'est quand même fou qu'un étudiant en médecine finisse par se suicider. Est-ce que dans les autres comment dire, catégorie d'étudiants, on a aussi ce même péril. Et est-ce que, voilà, donnez-nous quelques chiffres, si vous en avez, pour qu'on puisse un peu imaginer ce que c'est quand même au milieu de cette jeunesse, hein, parce qu'il faut rappeler qu'ils ont quoi, 20, 25 ans, et c'est notre jeunesse qui s'en va et qu'on a laissé pas filer, hein, avec tout l'investissement qu'on a mis dessus et tout l'investissement qu'on perdra de cette intelligence sur laquelle on avait misé et qu'on a raté parce qu'on n'a pas mis les moyens au moment où il fallait ne pas les lâcher. Alors, le suicide est très compliqué à mesurer d'une façon générale en population. On le mesure souvent a posteriori, puisque les suicides sont déclarés dans le cadre de bases de données, la base CEPI-décès, et que ça met plusieurs mois de validation et on le sait finalement a posteriori. D'autre part, la plupart des suicidés, je ne parle pas des étudiants nécessairement, mais le font voilà, chez eux dans un contexte où finalement l'institution n'est pas du tout au courant. Donc, ce dont on a entendu parler mais dans les médias, c'est d'étudiants qui sont suicidés sur le campus. Il y en a eu quelques-uns et on en a entendu parler. Mais actuellement, ils sont pratiquement majoritairement chez eux. Et donc, s'il y a des suicides, on ne le sait pas, l'institution ne le sait pas. Alors, ce qu'on mesure par contre dans nos études, ce sont, disons, une étape intermédiaire, c'est ce qu'on appelle les pensées suicidaires sévères.
C'est une étape intermédiaire, c'est-à-dire l'étudiant pense au suicide, le conceptualise à des pensées fréquentes. Et ce que nous avons mesuré dans l'étude Confin, c'est que dans la semaine précédente, il y avait 12% des étudiants qui avaient ces pensées suicidaires importantes. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont littéralement affolants. On espère bien que tous ne vont pas se transformer en actes, mais ça montre bien le désarroi extrêmement important des étudiants. Mais je vous rejoins totalement, le suicide est une préoccupation pour l'ensemble de cette société, alors un peu plus pour ceux qui vont mal actuellement et les étudiants en font partie. Et ce qui est tout à fait regrettable, c'est que c'est quelque chose dont on parle peu. Et donc, la plupart des personnes ne savent pas très bien, ont des idées très fausses sur les conduites à tenir, sur, voilà, on me parle du suicide, c'est probablement un chantage, enfin, plein de choses très, très fausses. Et donc, la première étape pour nous, c'est vraiment d'augmenter le niveau de connaissance sur le suicide de tous et des étudiants en particulier. Et on a un certain nombre de dispositifs. On a pris les outils qu'ils aiment bien. Donc, on a fait une mini-série, par exemple, sur le suicide. On passe par les réseaux sociaux et on essaye d'en parler directement parce que voilà, ce n'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Et si on veut faire de la prévention, il faut bien sûr savoir à peu près ce qu'il faut faire quand on a des signaux inquiétants. Bien, merci, je crois qu'on a fait un peu le tour. On a cité le mot suicide moult fois, alors qu'il y a encore 10 ans, tout le monde disait idée noire, avait honte d'utiliser ce mot-là. Je pense que la honte, elle est partie. Maintenant, il faut qu'on en parle et qu'on le pose sur la table pour qu'on en sauve le maximum. Bon, pour l'instant, ils vont globalement tous bien, ne soyons pas tous nous-mêmes stressants. Et surtout, on a bien vu qu'on avait énormément de moyens à mettre en place et des projets à monter en commun. Donc, je vous tends la main, Monsieur Souriau. Nous, on est prêt à travailler avec l'Aquitaine, qui parle anglais, parce que je rappelle qu'un jour, elle a été anglaise. Hein, c'est peut-être pour ça que vous utilisez beaucoup de mots anglais. Moi, je suis breton, je suis juste en haut. Hein. On a aussi été anglais un jour, donc on peut Oui. peut-être actualiser ensemble pour monter un programme, comment dire, plus spécifique sur votre fac de Bordeaux. Si vous voulez, on peut créer un truc, un super système qu'ensuite on pourra déployer dans les autres régions. On fait des travaux, nous, en Ile-de-France, en RS Grand Est, on est en Bourgogne-Franche-Comté, on est en Bretagne aussi. Hein. En Bretagne, on veut monter le réseau régional du risque psychosocial breton, hein, qui prendrait en charge les gens de Bretagne qui ne vont pas bien en Bretagne, et avec très identifiés, très proches, quoi. Local, quoi. Voilà des idées. Donc moi, je vous remercie d'avoir gentiment répondu à l'intervieweur qui est né devant vous ce soir, c'est moi. Oui, très Et, bien. et on se reverra un petit peu plus loin Bien sûr. sur Non, non, mais il d'autres y a, thèmes, avec plaisir, avec plaisir. ouais, que Medscape voudra bien nous fournir. Merci et je vous souhaite Merci une à bonne vous. soirée. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.